1915, commençaient les premières correspondances entre MacMahon, qui était le gouverneur anglais au Caire, et le shérif de la Mecque. Alors là, si vous permettez, une petite parenthèse s'impose. Le shérif de la Mecque est un des descendants directs du prophète. Donc, si vous voulez, d'un côté, il peut faire l'unité du monde musulman, dans le sens qu'il a toute la légitimité par rapport au Coran chiite, et il est en même temps le protecteur des lieux saints et le descendant du prophète, donc pour les sunnites aussi. Si vous voulez, le shérif de la Mecque était l'homme le plus en vue dans tout le monde arabo-musulman de l'époque, il y a 100 ans. Et en plus, il était depuis de par son héritage historique, l'homme qui pouvait succéder au sultan. C'est-à-dire au cas où le démantèlement de ce que fut l'homme malade de l'Europe du 19e siècle devait avoir lieu, le seul homme qui pouvait constituer une alternative à la disparition du califat turc ottoman était le shérif de la Mecque, qui était en même temps arabe, en même temps descendant du prophète, en même temps sunnite, mais issu immédiatement de la lignée de Mohammed, donc susceptible d'être accepté par les courants chiites. Donc si vous voulez, il pouvait faire toute la synthèse dans le monde arabo-musulman, qu'il soit du Maghreb, du Mashrek, et même dans les pays non arabes du monde musulman. Donc les Anglais ont proposé au shérif de la Mecque un accord. Cet accord a eu lieu grâce à un échange épistolaire de correspondance qui était très clair entre le shérif de la Mecque et les Anglais. En deux mots, que disposait cet accord? Les Arabes rentraient en révolution et en révolte contre les Ottomans, du côté allié, sous la bannière du descendant du prophète, gardien des lieux saints, shérif de la Mecque, commandeur des croyants, qui devait lui donner toute la légitimité à la révolte arabe face à quelqu'un qui à Istanbul se prétendait commandeur des croyants et détenteur du pouvoir religieux, spirituel et militaire dans le monde musulman. Là, on était en face pour la première fois depuis 400 ans, d'un grand dirigeant arabe qui pouvait faire face au sultan turc. Cet accord était très clair. Il disposait que en face, l'Angleterre allait octroyer l'indépendance à un royaume arabe qui s'étendait du 36e parallèle de Mersin, donc si vous voulez, qui se trouve actuellement au sud de la Turquie, justement à Adana, en passant par les frontières du mont Taurus, jusqu'aux confins du Yémen, du Sinaï. Donc, si vous voulez, toute cette région allait devenir un royaume arabe uni sous la bannière des Hachémites, donc sous la bannière du shérif Hussein et de ses enfants, en vertu de quoi les Anglais allaient octroyer aide, les Arabes s'engageant évidemment non seulement à combattre du côté des Alliés, mais aussi, une fois l'indépendance obtenue, le développement et la reconstruction de ces régions qui étaient complètement délaissées par l'Empire ottoman et qui étaient des régions très pauvres, que ce soit en Syrie, en Mésopotamie ou dans la presqu'île arabique, allaient connaître un développement avec l'aide des Anglais. Donc nous étions devant un accord très clair qui disposait que les Anglais et les Alliés octroyaient de l'aide, en vertu de quoi les Arabes allaient obtenir indépendance, unité et développement. Sur ce, on envoie évidemment des conseillers anglais, on connaît très bien, les conseillers anglais sont envoyés sur le terrain, Lawrence d'Arabie, on ne va pas refaire la littérature, Lawrence d'Arabie, pas seulement Lawrence d'Arabie, et les forces arabes rentrent en mutinerie contre les Ottomans. Au même moment, les Anglais, les Français et les Russes, avant la révolution bolchevique, étaient en train de redessiner la carte du Moyen-Orient en cas de victoire des Alliés. Et il est important de signaler ici qu'à ce moment-là, il y a eu les accords qu'on appelle les accords Sykes-Georges-Picot, Edward Sykes et François-Georges Picot.
qui étaient français. Ces accords à la base étaient tripartites, dans le sens qu'il y avait une troisième partie russe. Les Russes obtenaient en vertu de cet accord ce qu'ils voulaient depuis toujours, un accès aux mers chaudes, ils obtenaient Constantinople et ils obtenaient aussi des parties du nord de l'Empire ottoman. Donc il y avait une partie turque, une partie russe dans l'accord qui était à la base tripartite. Ce qui s'est déroulé, c'est qu'en 1916, les Arabes entrent en révolution. Les jeunes Turcs au pouvoir à Istanbul sont complètement pris de court, ils sont désemparés parce qu'ils sont en train de perdre toute leur assise populaire. Ceci les pousse à faire un massacre au Liban et un massacre en Syrie. Pas seulement les Arméniens, les gens oublient que, malheureusement les Libanais vont peut-être oublier, qu'un tiers de la population du Mont-Liban a été pratiquement décimée volontairement par la Turquie qui a empêché toute aide alimentaire d'arriver au Mont-Liban. Ceci a entraîné la famine, les maladies et les morts. Sans compter qu'il y a eu une centaine de notables, à l'époque on appelait Levantins ou Syriens dans le sens de la Syrie naturelle, à Beyrouth et à Damas qui ont été pendus en mai 1916. C'est les martyrs du 6 mai 1916 que Jamal Bash a exécuté, dont un des membres de ma famille. Et c'était des notables qui demandaient l'autonomie, et puis après, évidemment, l'autonomie et l'indépendance après. Mais au début, pas d'indépendance. Après les massacres, on a parlé d'indépendance. Avant, on parlait d'autonomie des régions levantines ou syriennes dans le cadre de l'Empire ottoman, selon le modèle de l'Empire austro-hongrois. Donc, si vous voulez, et là la remarque est d'importance, le mufti de Jérusalem, dans ses mémoires, cite une chose très importante. Il dit que l'empereur Guillaume II, au moment où se déroulait la bataille de Verdun, et au moment où on sentait que les puissances des empires centraux étaient sur le point de réaliser des avancées importantes, réunit à Berlin l'empereur d'Autriche, le roi de Bulgarie, et un représentant du sultan ottoman. Il leur dit que nous avons reçu une lettre du Congrès juif mondial, Congrès sioniste mondial, dans lequel il nous demande la création, en cas de victoire des puissances de l'Europe centrale, des empires centraux, d'un foyer national juif. Et l'empereur Guillaume II a supplié le représentant ottoman d'accepter cette offre. Le représentant ottoman n'a pas accepté, et les puissances de l'Europe centrale, l'Allemagne, l'Autriche, Hongrie et la Bulgarie, ainsi que l'Empire ottoman, n'ont pas accédé à la demande. Et selon le mufti, le texte proposé par les Allemands était exactement similaire au texte que le Congrès juif et sioniste a présenté aux Anglais, que le ministre des Affaires étrangères anglais Lord Balfour a accepté. Les Alliés ont accepté cette déclaration, et c'est ainsi que quelques mois après, les États-Unis sont rentrés en guerre, et on a vu le sort des armes se renverser. En 1917, la Russie connaît la révolution d'octobre. Lénine, au pouvoir en 1918, dénonce les accords qui étaient tripartites, dénonce les accords conclus avec les Français et les Anglais sur le repartage du Moyen-Orient. Non seulement il les dénonce, mais il envoie à Istanbul un texte dans lequel il est clair qu'il n'y aura ni indépendance arabe, ni souveraineté arabe, qu'il y aura un partage entre les Anglais et les Français, et ainsi apparaît clairement pour la première fois que les Anglais et les Français avaient prévu de donner à l'organisation sioniste ce qu'on appelait le foyer national juif, entre guillemets, en Palestine. Ce texte a été divulgué. Jamal Bacha envoie ce texte au Sharif Hussein en lui disant « Il est temps que la révolte arabe arrête de croire ce que les Anglais disent ». Les Arabes ont cru, plutôt les Anglais qui ont nié. Il faut bien rappeler les choses. Les Anglais ont nié. On niait l'existence de la déclaration Balfour, on niait l'existence des accords de Sykes-Picot, et on continuait à dire aux Arabes qu'ils allaient respecter leur engagement. Bon, la Première Guerre mondiale se termine, je me résume, et les Arabes les armées arabes avec les Alliés entrent à Damas, et
il faut bien préciser que le peuple levantin, c'est-à-dire le peuple de la Grande Syrie, qui est la Syrie actuelle, la Jordanie et le Liban, acclame le prince Faisal, fils du shérif Hussein, comme étant roi de Syrie. Quand je dis roi de Syrie, je dis roi du Levant, de la Syrie naturelle qui englobe le Liban, la Syrie actuelle, la Jordanie et la Palestine. Il est proclamé roi par le Congrès national qui s'est réuni à Damas après la libération et la déroute ottomane. Il est proclamé roi. Évidemment, les Français qui, selon les lignes de partage de Sykes-Picot, considéraient cette région comme revenant aux Français, n'ont pas admis. Il y a eu la bataille de Maïsaloun en 1920, on a vu la destruction totale des forces arabes, et on a vu l'exil du roi Faisal qui était le roi de Syrie, on a vu son exil en dehors de Syrie. À ce moment-là, les Anglais, eux, qui ont reçu les régions qui sont devenues aujourd'hui l'Irak, et les deux rives du Jourdain, ont constitué la Transjordanie, qui est devenue le royaume hachémite de Jordanie, comme une sorte de tampon entre ce que fut la presqu'île arabique, l'Irak et le restant de la Syrie, et ce que va être après la Palestine, qui est devenue une puissance mise sous mandat britannique selon la décision de la Société des Nations de 1922. Et si on revient au texte du mandat britannique, il est à l'avantage des sionistes d'une manière extraordinaire. Pour revenir au découpage de l'Empire ottoman, le traité de Lausanne, le traité de Sèvres à la base en 1920, prévoyait la création d'un État kurde. Sur les débris de l'Empire ottoman, ainsi que la création d'une grande Arménie, des deux côtés de l'Arménie, c'est-à-dire l'Arménie qui était restée avec les Russes puis après les Soviétiques, et les régions desquelles les Arméniens ont été déportés. Mais, entre-temps, en 1919, il y a eu Atatürk, il y a eu la révolution turque contre l'Empire ottoman, contre l'autorité du sultan et des jeunes turcs, contre le gouvernement du sultan, et les armées d'Atatürk ont chassé au début les Grecs qui étaient du côté de Smyrne, ont chassé après les communautés italiennes qui existaient aussi au sud de l'Anatolie, et ont écrasé la révolte kurde, et ainsi on a retrouvé au traité, je résume, au traité de Lausanne, la Turquie dans sa frontière actuelle, et on a vu la disparition totale de ce que fut ou de ce qu'allait être le Kurdistan, sans compter que entre-temps, les Soviétiques ont signé un accord avec Mustafa Kemal dans lequel ils mettaient fin au rêve arménien, dans le sens que les Soviétiques ont occupé ce qui allait devenir après la République socialiste arménienne, et les Turcs ont définitivement occupé les régions qui étaient destinées à rendre aux Arméniens. C'est ainsi que au traité de Lausanne, on a vu disparaître deux États qui étaient promis par Versailles, qui étaient promis à la fin de la paix de 1919, l'État kurde et l'État arménien. Sans compter que, évidemment, entre-temps, ont été un peu massacrés, mais ça a été passé sous silence, les Assyriens et les Chaldéens, et toutes ces églises qui, aujourd'hui, Daesh finit définitivement d'écraser, mais qui ont eu déjà leur premier lot en 1915 avec les Arméniens. Ça, il faut le rappeler. Et donc 1915, c'est pas seulement le génocide arménien, c'est le génocide arménien, c'est le génocide des Assyriens, des Chaldéens, des Assyriens, et de tous les intellectuels nationalistes arabes du Levant, de Damas, de Beyrouth, d'Alep, de Homs, qui ont été pendus, déportés, exilés, et qui ont subi aussi les geôles des jeunes Turcs et leur politique de fer et de sang. Ceci est à rappeler. Merci M. Moukran pour cette entrevue et à très bientôt.